Je sais pas s'il est réellement habité par l'envie de défendre Israël et qu'il est sioniste à mort, ou s'il est juste déconnecté de la réalité et qu'il comprend pas pourquoi des gens ne sont pas d'accord avec lui, quoi. Comme je te dis, le problème actuellement, c'est que la vérité, elle a pas d'importance. Et dire la vérité, ça les dérange. Un financement du Hamas qui a été aussi fait par Israël, tout est inacceptable dans les propositions de Trump, là. C'est un territoire qui ne lui appartient pas, il n'est pas à vendre, parce qu'il y a eu un truc qui était utile avec les gilets jaunes, c'est que les gens ils se sont parlé. Quand tu vois que les gens se parlent, le pays il part à gauche. Maintenant, je comprends pas en fait, comment tu peux tirer sur un gamin avec une arme, quoi. Alors, Hakim Omiri, auteur, humoriste, comédien, réal. En vrai, je crois que je me suis toujours intéressé aux injustices. Par contre, je me sentais pas forcément légitime d'en parler. Je pensais qu'il fallait être, entre guillemets, un expert pour s'approprier certains sujets. Et en fait, à la télé, tu vois qu'il y a que des abrutis qui en parlent, donc tu te dis pourquoi pas moi. Et donc, à partir du Covid, où j'étais coincé chez moi à ruminer en voyant qu'il y avait que des idées de merde qui étaient prises sur plein de décisions, des trucs illogiques, où j'ai eu du temps à m'intéresser à la géopolitique, à m'informer, à passer du temps à m'instruire. Après, quand je suis reparti sur mon deuxième spectacle, je me suis dit je peux pas écrire un truc sur des blagues, on va dire classiques. Mais même dans le premier spectacle, je racontais des anecdotes, mais les anecdotes avaient un propos. Le but, c'était de faire passer des messages de manière plus ou moins subtile. Et là, dans le nouveau, on va dire qu'on va être plus cash. Pour les puissants, ils ont besoin qu'on les idéalise et qu'on les sacralise, parce que sans ça, il n'y a pas de raison de ne pas aller les chercher, justement. Mais aussi, moi, ce que j'aime faire dans ce spectacle, c'est réellement donner aux gens des informations qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher eux-mêmes et que la télé ne leur donne pas. Et en vrai, l'information et l'éducation, c'est la clé de tous les changements. Et donc, c'est ça que je veux mettre en avant dans le spectacle. En fait, je me suis rendu compte que quand il y avait certains hashtags, quand il y avait certains mots qui étaient captés par l'algorithme, etc., dans les vidéos, et les vidéos, elles étaient moins vues, ou elles étaient censurées genre 24 heures avant un contrôle que tu réclames, parce que si tu le réclames pas, il se passe rien. Et donc tu réclames le contrôle de la vidéo, que quelqu'un va vérifier, etc., et ensuite il te la débloque, entre guillemets. Et sauf que ce déblocage, après 24 heures de blocage, si tu parles d'un truc d'actu ou quoi, ça te flingue déjà ta vidéo. Et puis toi, tu choisis l'heure de publication pour que les gens à qui tu parles soient là. Eux, ils te la rendent visible à une heure où il n'y a personne. Et puis la viralité est énormément réduite. Mais si le sujet est bien traité, la viralité, en fait, elle va être faite de manière naturelle par les gens qui vont réellement la partager eux-mêmes à leurs proches, à leurs amis, taguer leurs potes, etc. C'est ça qui fait la différence. C'est que les gens, quand ils ont accès à une information ou une vidéo qui leur plaise, il faut qu'ils soient eux-mêmes actifs pour que celle-ci touche du monde. Et c'est quel genre de sujets un peu qui ont été censurés de ton côté ? C'est le conflit israélo-palestinien, c'est la mort de Le Pen, c'est que les sujets politiques sensibles qui ont été traités de manière, déloyale par les médias classiques. Comme je disais, j'ai commencé à vraiment écrire ces sujets-là après le Covid, donc c'était en 2020. Donc là, on est en 2025, donc ça fait 5 ans en vrai. Mais je voulais préparer un spectacle de qualité. Et je voulais pas faire les mêmes erreurs que sur le premier spectacle, c'est-à-dire que sur le premier spectacle, t'es content de toi, mais t'as pas envie de donner d'extrait du spectacle parce que t'as pas envie que quand les gens y viennent, ils aient déjà vu soit le meilleur, soit tu donnes le moins bon, mais entre guillemets, le moins bon, ça donne moins envie. Enfin, tu vois, j'avais pas envie de donner des extraits du spectacle pour qu'ils viennent. Donc, pour celui-ci, j'ai tout anticipé en amont, c'est-à-dire que j'ai capté un spectacle que j'ai fait en une date unique qui s'appelle Fragment, qui est dispo sur YouTube. Et ce spectacle-là n'a rien à voir avec ce que je joue actuellement, mais au moins ça me permettait de mettre en avant mon travail sur scène sans dilapider tout ce que j'avais créé dans le contexte. Et puis donc ça te permettait d'avoir une présence. Plus à côté de ça, j'avais prévu donc d'écrire sur l'actualité, de faire du stand-up sur l'actualité. Donc j'avais prévu toute une
stratégie de communication que j'avais pas faite sur le premier spectacle et qui, malgré la qualité du premier, n'a pas permis d'être exploité comme il aurait dû l'être, tu vois. Et puis j'avais un producteur avant qui m'a pas bien accompagné, ce qui fait que bah là, je me suis dit je vais être en indépendant, je vais prendre mes risques, je vais louer moi-même la salle, ce qui fait que je peux pas me permettre de pas être plein parce que sinon bah, je suis à la rue quoi. Donc j'ai vraiment bossé ma stratégie avec mon associé qui s'appelle Kaza. On a coécrit ce spectacle, il m'a aidé à le mettre en scène et on a mis en place cette stratégie, on a sorti des vidéos et en fait plus je parlais de l'actualité, plus je me disais qu'en vrai, parler d'actu, ça me permet de sortir très régulièrement du stand-up sans montrer ce qu'il y a dans le spectacle, donc c'était un intérêt. Et comme je regardais Le Grand Dimanche Soir avec Guillaume depuis des années, et en fait, ça m'était jamais venu à l'esprit de l'appeler et de lui dire, mais en fait, j'ai totalement ma place dans l'émission. Et un jour, bah, je me suis dit, bon, je vais l'appeler, en vrai, ça me coûte rien. Et je lui ai demandé si je pouvais venir. Et il m'a dit, bah, on a déjà assez de chroniqueurs, mais je vais demander si tu peux faire le tremplin de l'émission. En gros, tu vas faire un petit passage pour faire la promo de ton spectacle. Donc, tu fais un extrait de ton spectacle et voilà, ce sera un premier pas. Et puis après, si les gens te kiffent, bah, peut-être que tu pourras revenir. Et il m'invite et il me donne une date, je crois, c'est de 15 jours après ou un truc dans le genre. Et entre-temps, il est interdit d'antenne. Et je me dis, je peux pas passer dans l'émission et faire des blagues pour faire la promo de mon spectacle, alors que le gars qui m'a invité, il n'a pas le droit d'être là, c'est pas possible. Et donc, bah, j'ai écrit un passage dédié au fait que Guillaume ne pouvait pas être sur France Inter aujourd'hui. Et en fait, ça a très bien marché, ce qui fait que... Surtout, j'avais pris position, alors que des gens qui bossaient avec lui depuis des années n'avaient pas pris position de manière aussi radicale. Moi, je me suis dit, c'était un espoir de rentrer chez France Inter à ce moment-là et peut-être d'intégrer leur émission, et je me suis dit, je préfère chier sur France Inter et être intègre et droit dans mes bottes, et puis tant pis, je réussirai à fonctionner autrement, plutôt que d'y aller et essayer de faire ma promo comme si de rien n'était, alors qu'il y a quelqu'un à qui on interdit de parler, quoi. Mais du coup, je pense que ça l'a marqué, parce que c'est grâce à ce passage qu'il m'a proposé d'intégrer Nova avec lui à la rentrée, et du coup, j'étais dans la première de la dernière. Moi, je pense que globalement, c'est l'injustice qui m'anime le plus. C'est quand je vois quelque chose qui est réellement injuste, que c'est factuel et qu'en vrai, on pourrait changer les choses. C'est là que j'ai envie d'hurler et de dire on attend quoi. Donc là, ça peut être Israël-Palestine, mais ça peut être pareil, comment les Français sont traités en France, les gens qui manifestent, qui se font tabasser, qui perdent des mains, des yeux. C'est la hausse des prix qui est injustifiée, c'est tous ces trucs-là, quoi. C'est un sujet qui est complexe. En gros, il y a des gens qui peuvent pas en parler parce qu'ils dépendent de personnes qui sont à l'opposé de leurs idées et que du coup, s'ils l'ouvrent, ils mangent plus. Okay, ils jouent plus ou ils sont plus invités sur des plateaux. Ou... Ça, c'est factuel. Pour certaines personnes, ils sont entre guillemets enchaînés. De l'autre, il y a des personnes qui ont peur de dire des conneries, qui maîtrisent pas le sujet et qui ont peur de dire un truc qui va se retourner contre eux. Et enfin, il y a ceux qui se sentent pas concernés. Il y a les lâches. Et puis après, tu as ceux qui voient l'injustice et qui c'est plus fort qu'eux, ils sont obligés d'en parler, quoi. Donc il y a différentes catégories de gens. Il y a des gens qui s'expriment pas, mais c'est pas pour autant qu'ils te soutiennent pas. C'est juste que ils se sentent soit pris au piège, soit enchaînés. Et moi, comme je m'autoproduis, j'ai une certaine liberté de ton. Et puis je préfère vivre toute ma vie en faisant des salles de 50 personnes, en étant content de ce que je fais, plutôt que de remplir des zéniths et de pas pouvoir me regarder dans le miroir. J'ai entendu des gens qui se sont pris des coups de pression en leur disant pourquoi tu parles pas. Mais quand on leur demandait de parler, c'était pour parler du côté d'Israël. J'ai entendu ces coups de pression là, genre ouais, pourquoi tu dénonces pas ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Alors que en vrai, ce qui s'est passé le 7 octobre, tout le monde est horrifié, quoi. Tout le monde trouve ça horrible que des innocents soient tués pour peu importe la raison. Quand tu tues des innocents, c'est injustifiable. Mais le truc, c'est que une fois que t'as dit ça, bah t'aimerais que ce soit dit aussi à l'opposé. Pourquoi quand on tue des innocents palestiniens, c'est plus un problème. Et cette nuance-là, cette position-là, elle pose problème.
Voilà, et c'est ça qui me révolte. C'est-à-dire que pour moi, on peut être indigné des deux, quoi. Au même titre que moi, ça me touche l'injustice et que j'ai besoin de prendre parole, je pense que eux, de leur point de vue, je sais pas si c'est volontaire, si c'est politique, mais de de leur point de vue, un mec comme Arthur, je pense qu'il croit qu'il est du bon côté, quoi. Je sais pas s'il est réellement... parce que je le connais pas. Je sais pas s'il est réellement habité par l'envie de défendre Israël et qu'il est sioniste à mort, ou s'il est juste déconnecté de la réalité et qu'il comprend pas pourquoi des gens ne sont pas d'accord avec lui, quoi. Mais je pense que dans les deux cas, ça les anime profondément. Mais même là, t'as Jean-Michel Apathy qui a parlé des charniers qu'il y a eu en Algérie et tout le monde lui tombe dessus comme s'il avait dit un truc qui était faux, alors que c'est factuellement vrai. Que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remet en cause les faits. On n'a plus le droit de dire la vérité. Tu sais, on te reproche pas d'avoir dérapé, on te reproche de dire des choses qui sont vraies, mais qu'on veut pas entendre. Et là, c'est grave. Si c'est des images à la télé, une discussion avec des parents, des trucs comme ça. Je crois que le premier souvenir qui me vient, c'est des gamins qui jettent des cailloux et qui se font tirer dessus. Et genre, cette image-là m'a réellement choqué parce que je me suis dit, attends, mais c'est des enfants, ils jettent des cailloux, on leur tire à balles réelles dessus, et ça émeut pas le monde entier, quoi. C'est accepté, on cherche pas à savoir qui a fait ça, pourquoi, et les punir, quoi. C'est genre, oui, bah non, mais ça fait longtemps, vous comprenez. Bah non, je comprends pas, en fait. Comment tu peux tirer sur un gamin avec une arme, quoi? Quand, peu importe, c'est un enfant, quoi. Pour moi, c'est injustifiable. Au même titre que quand tu vois des gens manifester pour les retraites, etc., et que tu les vois se faire tabasser, finir en prison, avoir des mains arrachées, des yeux arrachés, et que les flics qui ont tué des gens ou tabassé des gens ne sont pas recherchés et que l'IGPN couvre. Tout ce qui est injustice, ça me rend fou. Et la politique les politiciens de Macron, entre autres, font semblant qu'ils voient pas le problème, que le problème de la violence, c'est la rue, c'est pas la police, les violences policières, ça n'existe pas. C'est faux. Et on le voit tous, parce qu'il y a les vidéos. Mais, comme je te dis, le problème actuellement, c'est que la vérité, elle n'a pas d'importance. Et dire la vérité, ça les dérange. Parce que déjà, il y a beaucoup de preuves qui sont sorties, qui ont montré que le 7 octobre n'est pas arrivé par hasard, qu'ils savaient que ça pouvait se produire, et le temps de réaction d'Israël ce jour-là est injustifiable, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup d'heures avant qu'il se passe quelque chose. Donc tu as un peu le sentiment qu'ils ont laissé faire un peu le massacre pour avoir une raison de mettre en place leur contre-offensive. Et sachant que sur les 1200 morts qu'il y a eu, il y en a beaucoup qui ont été tués par Israël parce que ils ont tiré avec des hélicos, des tanks, etc. Sur les gens qui pouvaient être pris en otage. Enfin, ils ont répondu de manière indiscriminée en tuant leurs concitoyens aussi, quoi. Donc il y a ça. Ensuite, ce qui m'a révolté, c'est que dès le départ, il y a eu des mensonges sur les 40 bébés décapités, sur les femmes violées, sur tous ces mensonges qui ont été par la suite démentis, alors que ces mensonges, le temps qu'ils soient démentis, d'ailleurs il y a encore des gens qui y croient, mais le temps qu'ils soient démentis, ça leur a permis de mettre en place une riposte et de la justifier, alors que, en vrai, ce qui s'est passé est déjà assez horrible pour qu'on soit tous d'accord pour dire que c'est pas normal. Mais par contre, tu peux pas déconnecter le 7 octobre de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que le Hamas qui massacre des civils, c'est inacceptable, mais ça vient pas de nulle part. Et donc, il y a une escalade de la violence qui est orchestrée, un financement du Hamas qui a été aussi fait par Israël, c'est factuel. Donc tu peux pas faire comme si tu découvrais tout le 7 octobre, genre on a été attaqué, on sait pas pourquoi, on n'a jamais rien fait de mal, c'est pas vrai. Il y a un côté historique à cette action, et donc il faut prendre toute l'histoire dans sa globalité pour pouvoir y répondre, et massacrer un peuple, c'est jamais la solution, quoi.
le gouvernement de Netanyahou n'a jamais voulu la paix. Il a toujours fait en sorte de pas reconnaître le territoire palestinien, d'alimenter le Hamas avec des armes et de l'argent, en passant par le Qatar. Donc il avait une volonté d'entretenir le conflit pour pouvoir continuer de coloniser le pays, parce que si une paix était trouvée, comme ça a failli être le cas il y a des années maintenant, il ne pouvait plus coloniser, il n'y avait plus de justification à ça. Donc ils ont alimenté cette haine. Donc ils font semblant de la découvrir alors que c'est eux qui l'ont entretenue. Ça n'a jamais été une guerre de religion. La religion, on s'en fout de la religion des gens, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que là, tu as des gens qui ont vécu là depuis des décennies et qui se font expulser de chez eux, emprisonnés sans justificatif, tués, violentés. On a eu des débats sur la télé israélienne à savoir s'ils avaient le droit de violer des prisonniers parce que c'était pas réellement des humains. Et donc non, c'est pas du tout un conflit de religion. Moi, je m'en fous que les gens soient juifs ou pas du côté israélien. Moi, ce qui me pose problème, c'est la colonisation. Et ce serait deux pays musulmans qui se font ça entre eux, ce serait le même problème en vrai. Parce que en fait, sur le littoral de Gaza, il y a du gaz. Et ça rapporterait des milliards par an. Mais vraiment des milliards par an. Et si tu respectes le droit international, ces gisements de gaz, ils appartiennent aux Palestiniens. Et donc, s'ils appartiennent aux Palestiniens, c'est les Palestiniens qui touchent des milliards par an et qui peuvent se reconstruire et s'établir sur la durée. Et donc, récupérer Gaza, c'était récupérer ces gisements de gaz. Donc, je pense que c'était ça la priorité. Et comme les États-Unis, depuis des décennies, font des guerres pour récupérer tous les gisements, que ce soit pétrole, gaz, etc. Là, la guerre en Ukraine, c'était en partie pour le gaz russe, etc. Donc, je pense que c'est avant tout une guerre de matières premières. Et donc, il fallait récupérer Gaza pour récupérer ces gisements qui ont été découverts il y a quelques temps. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something. En fait, Trump, il a cette capacité à choquer constamment plusieurs fois par jour avec des sujets dans toutes les directions, ce qui fait que ça te disperse. Tu sais même plus comment réagir, tu sais même plus comment gérer l'information, parce que à peine il a dit une dinguerie et tu commences à l'intégrer, à te dire ok, donc on peut répondre en disant ça, de manière factuelle, qu'il a déjà dit 10 dingueries entre-temps, et que en fait, il va tellement vite dans la bêtise de ce qu'il raconte et dans l'outrance de ce qu'il raconte qu'il va beaucoup plus vite que nous. Comme on l'a vu, en fait, un mensonge, ça va très vite, mais rétablir la vérité, c'est très long, parce que ça demande que les gens prennent le temps de vérifier les faits et que le public l'écoute et dise « Ok, ah ouais, ça c'est faux ». Ça demande trop de temps aux gens. Alors que tu dis un titre accrocheur, choquant, ou même une vidéo faite en IA, ça a beaucoup plus d'impact que de devoir rétablir la vérité sur tout ça, quoi. Et surtout, on parle souvent de la fenêtre d'Overton, quand tu montres Gaza avec des hôtels, presque des stripteaseuses qui dansent sur les plages, etc., machin, t'as tellement montré un truc extrême qu'après, tout ce qu'on va te proposer, qui serait un entre-deux ou juste un peu moindre, ça va paraître acceptable parce qu'il a dit une dinguerie avant. Alors qu'en vérité, tout est inacceptable dans les propositions de Trump, là. C'est un territoire qui ne lui appartient pas, il n'est pas à vendre. Enfin, c'est juste lunaire qu'on en discute comme ça. Qu'on puisse juste l'envisager, c'est fou. Parce que c'est interdit par le droit international, en fait, ce qu'il est en train de raconter. Et c'est parce que c'est les États-Unis qui peut se permettre. C'est à prendre au sérieux parce que c'est un mec qui est dans ses retranchements, Netanyahou. Avant cette guerre, il y avait des manifestations toutes les semaines en Israël pour qu'il dégage. Il est poursuivi pour de la corruption, etc. dans son propre pays. Tout le monde n'était pas derrière lui à ce moment-là. Il allait justement potentiellement finir devant la justice. Et donc il y a eu cet événement
un peu comme Bush quand il y a eu le 11 septembre, il était détesté par son pays, et puis il s'est passé ça, et ça lui a permis d'enclencher la guerre en Irak, et après quand tu critiquais les États-Unis, t'étais plus un patriote, etc., et tu pouvais plus critiquer Bush. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé en Israël, c'est que tu peux pas critiquer Netanyahou sinon t'es pas un bon Israélien, etc., et puis il y a des répercussions, puis eux-mêmes dans leur pays, ils peuvent se retrouver enfermés s'ils critiquent le gouvernement, etc. Donc c'est pas une démocratie, on nous vend une démocratie, mais Israël n'est pas une démocratie. Et donc, je pense qu'il a réellement des volontés expansionnistes, mais je crois que ce comportement fait que Israël est mis en danger réellement sur le long terme, parce que le monde entier voit la vérité maintenant. Avant, ils pouvaient, avec la propagande, les vidéos, montrer que Tel Aviv c'était cool, etc., qu'ils étaient LGBT-friendly ou je sais pas quoi. Ils pouvaient faire illusion. Mais là, c'est impossible de défendre le gouvernement de Netanyahou. C'est pour ça que la CPI a pu émettre un mandat d'arrêt, mais ça faisait des années qu'ils ne respectaient pas les décisions de l'ONU, etc. Et il ne se passait rien, ils se sentaient au-dessus des lois. Donc là, il y a juste l'opinion publique du monde qui vient de basculer, et il faut que les gens, chacun dans leur pays, pèsent pour que les gouvernements suivent ce que veut le peuple, parce que là, en vérité, si ça continue de se faire, c'est parce que les gens au pouvoir se permettent de chier sur leur peuple et de soutenir, même si c'est injustifiable. Typiquement, en France, on n'a pas envie de soutenir Israël, mais c'est Macron qui décide. Et Macron, on le déteste. Au même titre que t'as Trump qui va agrandir la fenêtre d'Overton avec des idées de merde, et ben nous, je pense qu'il faut qu'on aille aussi à l'opposé en amenant des idées qui ne sont pas mises sur la table. C'est-à-dire qu'on a des débats où on nous parle de une solution à 2 États. Moi, j'y crois pas du tout, quoi. J'y crois pas du tout, et c'est même pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite pas du tout une solution à 2 États. Je pense qu'il faut un seul État et que tous les citoyens sur ce territoire aient les mêmes droits et fin. En fait, s'il y a plus de frontières, s'il y a plus de checkpoints, s'il y a plus tout ça, bah vous vivez ensemble en fait, et t'as réglé ton problème. Après oui, effectivement, il va falloir que les gens aient les mêmes droits. C'est ça la difficulté. Et comme Israël est un état d'apartheid, c'est pas pour demain, mais je pense vraiment que là, Netanyahou, par ses actions, a fait du mal à tous les juifs dans le monde, parce que on nous fait croire que Israël c'est les juifs. Si tu critiques Israël, tu critiques les juifs. Moi, tous mes potes feu, ils sont pas du tout derrière Netanyahou. Hein. Ils le soutiennent pas du tout. Et donc, eux, ils font partie, typiquement, des gens qui vont pas parler. Mais pas parce que ils soutiennent Israël, mais juste parce qu'ils veulent pas se mettre à dos les uns et les autres, quoi. Ils sont dans une position délicate où, si t'es juif et que tu critiques Israël, pour eux, c'est un peu comme trahir leur peuple qui a été opprimé, etc. Donc, c'est compliqué... surtout vis-à-vis de leurs parents, leurs grands-parents, etc. C'est plutôt ça pour certains. Mais la jeune génération, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose. Et donc, je me dis que d'ici quelques dizaines d'années, on pourrait peut-être voir la fin d'Israël tel qu'on le connaît là actuellement. Là, on est en train de nier l'existence de la Palestine, et en même temps, Israël grandit. Il prend des territoires, colonise, etc. Mais c'est pas une situation tenable sur la durée, quoi. Tu peux pas avoir un État qui est constamment en guerre contre ses voisins, contre l'Iran, la Cisjordanie, le Liban. C'est pas possible de tenir cette position. Surtout quand, au bout d'un moment, le monde entier ne te soutient pas. Israël est en train de s'isoler. Netanyahou s'isole. Il est dans une position qui est extrêmement critique. Et pour le bien de toute la communauté juive dans le monde, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Parce que c'est ce comportement qui radicalise les gens, qui fait monter l'antisémitisme, et c'est dangereux. Et donc je pense pour de vrai qu'il faut un seul État, il ne faut pas 2 États qui vivent côte à côte, parce qu'ils seraient tout le temps en train de se regarder en chien de faïence. On n'a pas envie de la Corée du Nord et de la Corée du Sud là-bas. On veut un seul État où les gens puissent vivre librement et vivre leur religion comme ils l'entendent, et qu'il n'y ait pas de guerre entre les peuples, quoi. Au même titre que, je sais pas, en France, il n'y a pas un État juif ou un État chrétien où chacun vit sa religion. Alors c'est pas parfait, mais si t'es une démocratie, c'est ce que tu dois viser.
ce que je trouve fou, c'est que je joue mon spectacle et les gens, moi je vais souvent à la sortie du spectacle, je salue les gens qui sont venus me voir, je leur propose s'ils veulent discuter, d'échanger avec moi, etc. Et tous les gens qui sont venus, même encore hier soir, etc., me voir, me disent ce que vous dites, ça nous fait du bien parce que ils ont le sentiment d'être isolés, ils ont le sentiment d'être les seuls à penser ce qu'ils pensent. Et d'être dans une salle et de rire tous ensemble des mêmes sujets et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça fait vraiment du bien au moral, au cœur, ça soulage, ça évacue des tensions qui peuvent nous empêcher de dormir. Et donc, moi, je me sens utile avec ce spectacle parce que j'ai le sentiment réellement de faire du bien aux gens, de les éveiller, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, peut-être même par la suite de faire en sorte qu'ils soient plus actifs dans la prise de parole et dans le fait de se réunir, parce qu'il y a eu un truc qui était utile avec les Gilets jaunes, c'est que les gens, ils se sont parlé. Ils étaient coincés pendant des heures sur des ronds-points, et ça leur a permis de réaliser que peut-être les vrais problèmes qu'ils subissaient, c'était pas ceux qu'ils voyaient à la télé. Parce que même si au départ, on nous a vendu ça comme c'est l'extrême droite qui va sur les ronds-points, etc., le RN était assez content du départ des Gilets jaunes, c'est vite allé vers des revendications qui étaient plutôt des revendications de gauche. Le référendum d'initiative citoyenne, ce genre de choses, c'est des décisions de gauche. Et en fait, quand tu vois que les gens se parlent, le pays, il part à gauche. Donc c'est pour ça qu'on isole les gens et qu'on leur fait regarder la télé et Hanouna. Parce que ça leur permet de faire monter la haine, de se dire « bah oui, le problème c'est toujours les autres » sans se regarder soi et de se demander ce qu'on pourrait faire. Je retiens que Macron, il a eu peur. Mais il a eu vraiment peur. Il était prêt à... Il y avait un hélico prêt à décoller... Il était prêt à fuir. Tu vois, c'est là que tu vois que c'est pas du tout un patriote et qu'il en a rien à foutre de la France, en vrai. Il est là pour faire de l'oseille et faire gagner de l'oseille à ses potes. Mais il a aucune conviction profonde. C'est un banquier. Et donc, quand tu vois que ça part en couille et que lui, il est prêt à fuir, c'est que tu sais qu'il est pas là pour défendre la France. Il est là pour d'autres intérêts. Parce qu'en gros, là, ce que j'essaie de faire dans mes actions, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas réellement impuissant et qu'on n'est pas minoritaire. C'est juste qu'on est beaucoup à être fatigué des informations qu'on se prend parce que ça nous casse le moral. En plus, la majorité des gens ont une vie difficile, ils gagnent pas assez, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Si en plus, tu te manges 10 informations comme pourrait balancer Trump toute la journée, plus Macron, plus l'injustice, plus tout ça, tu pars en dépression, quoi. Et donc, le meilleur moyen de contrer la dépression et l'isolement, c'est au contraire de se réunir et de partir dans des actions. Et quand tu es actif, tu as l'impression d'aller en tout cas vers la guérison ou d'être utile. Et donc ça peut faire du bien au cerveau, à l'âme, et tu vas rencontrer des gens qui pensent comme toi et qui te soutiennent, et tu seras plus seul. Donc j'encourage les gens à être actifs.